Je songe à ma solitude. Ma solitude ne date pas d'hier. Waouh! Dès les premières lignes, le ton est donné, n'est-ce pas? Une solitude profonde, et ça vient de la bouche d'un enfant. Comment un gamin peut-il ressentir un poids pareil? Eh bien, ce sentiment, c'est justement le point de départ de l'un des plus grands classiques de la littérature marocaine. Alors, c'est parti. Ouvrons ensemble cette fameuse boîte à merveilles. On va plonger dans le monde à la fois si personnel et pourtant tellement universel qu'elle cache à l'intérieur. Alors, pour situer un peu le contexte, ce roman sort en 1954. C'est l'œuvre d'Ahmed Sefrioui. Et ce n'est pas n'importe quoi, hein, c'est un véritable pilier. Faut se remettre dans l'époque. C'est l'une des toutes premières fois qu'une voix littéraire marocaine raconte le Maroc de l'intérieur, avec ses traditions, ses secrets, mais en français. Pour l'époque, c'était une petite révolution, carrément. Ok, pour vraiment comprendre ce livre, il faut revenir à la base. Tout part de là, d'un enfant et de son trésor bien à lui. Et cet enfant, c'est Sidi Mohamed. Il a à peine 6 ans, et déjà il se sent à part, différent. Essayez d'imaginer la scène. On est dans l'ancienne Médina de Fès. Ça grouille de monde, c'est bruyant. Et lui, au milieu de tout ça, il se sent complètement perdu dans ce monde d'adultes. Un monde qui tourne un peu sans lui, en fait. Dans ce tourbillon, les adultes, ils sont pris par leurs propres soucis, leurs propres histoires. Alors un gamin aussi seul, vers qui il peut bien se tourner? On pourrait penser à un ami, un frère, mais non. La réponse, elle n'est pas humaine. Elle se trouve dans un objet. Et voilà son grand secret. Sa fameuse boîte à merveilles. Franchement, quand on regarde ce qu'il y a dedans, on pourrait se dire « tout ça pour ça ?» Des billes, des vieux boutons, des clous, des babioles qui n'ont aucune valeur, quoi. Mais attention, pour Sidi Mohamed, c'est bien plus que ça. C'est son univers tout entier. Chaque petit objet, c'est un ami, une porte vers un autre monde, un monde où enfin il n'est plus seul. C'est sa seule, son unique échappatoire. Seulement voilà, ce petit monde intérieur si précieux, il va être complètement chamboulé. Violemment même. Par une crise, bien réelle celle-là, qui va s'abattre sur sa famille. Alors, l'histoire, elle suit une structure assez classique, ce qu'on appelle en littérature le schéma narratif. Regardez, c'est simple. On part d'une situation de base, l'état initial, une enfance plutôt tranquille, et puis, bam! Un élément perturbateur vient tout casser. À partir de là, c'est le début des épreuves, des péripéties pour la famille. Et à la fin, après le moment le plus tendu, on a la résolution, et hop, on revient à la normale, la boucle est bouclée, enfin, en théorie. Et cet élément perturbateur, le voilà, c'est la ruine. Le père, Sidi Abdeslam, perd tout son argent, tout son capital au souk. Et là, attention, ce n'est pas juste une histoire de porte-monnaie vide. Dans la société de l'époque, c'est bien plus grave. C'est l'honneur de la famille, sa sécurité, tout qui s'effondre d'un coup. Résultat, le père est obligé de partir. Il doit aller travailler loin, dans les champs. Pour la famille, c'est un véritable déchirement. Et face à un coup aussi dur, quand la réalité est trop brutale, que la logique n'offre plus aucune réponse, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers autre chose, vers l'invisible. C'est là qu'on entre de plein pied dans un monde de croyances et de superstitions. D'ailleurs, le lieu où ils vivent s'appelle Dar Chouafa. Littéralement, ça veut dire « la maison de la voyante ». Et ce n'est pas un détail, loin de là. Cette maison, c'est un peu comme un mini-village, un microcosme où toutes les vies s'entremêlent. Et forcément, avec une voyante au rez-de-chaussée, sa présence pèse sur le quotidien de tout le monde. Dès que le malheur frappe, la mère, Lala Zoubida, elle ne reste pas les bras croisés. Elle part dans une sorte de quête spirituelle. On la suit visiter des sanctuaires de saints, assister à des rituels de musique nawa, consulter des voyants. C'est vraiment un monde où le visible et l'invisible sont connectés en permanence. Un simple bracelet peut porter malheur, et les djnouns, les esprits, peuvent exiger des choses. Mais attention, pour affronter les coups durs, il n'y a pas que le surnaturel. Il y a une autre force, beaucoup plus terre-à-terre, et peut-être même encore plus puissante. La solidarité, l'entraide entre les gens. Il y a une scène qui illustre ça parfaitement. La mère de Sidi Mohamed et sa voisine, Rahma, elles ne peuvent pas se voir, elles se disputent tout le temps. Mais un jour, Zineb, la fille de Rahma, se perd. Et là, d'un seul coup, plus de querelle, tout est oublié. Les femmes pleurent ensemble, elles se serrent les coudes. Le drame de l'une devient le drame de toute la maison. Donc en fait, on a deux grands piliers qui aident les personnages à tenir le coup. D'un côté, la solidarité. L'aide concrète, une main tendue, un plat partagé. Et de l'autre, la superstition, l'espoir, quelque chose de moins palpable, mais qui vient de l'invisible. Et tout au long du roman, les personnages naviguent entre ces deux forces. Ils s'appuient tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre, pour traverser les épreuves.
Et tout ça, ça nous ramène doucement vers la fin. Et surtout, ça nous ramène à notre point de départ, le monde intérieur du petit Sidi Mohamed. Alors voilà, le père est de retour, l'argent est là, la famille est de nouveau stable. On pourrait se dire, super, happy end, tout est bien qui finit bien, on a l'impression d'être dans un conte de fées. Sauf que non, le roman a une dernière chose à nous dire. Regardez cette phrase de la fin, elle est d'une force. C'est la fête, tout le monde est content, mais lui, l'enfant, il se sent triste et seul. Son premier réflexe, ce n'est pas d'aller faire la fête avec les autres, non. C'est de filer sous son lit pour retrouver son vrai compagnon, sa boîte à merveilles. Et c'est ça, la grande leçon du livre. La crise financière est résolue, oui, mais ça ne guérit absolument pas la solitude du garçon. Et pourquoi? Tout simplement parce que sa solitude, elle ne venait pas des problèmes d'argent. Elle était là bien avant. Elle fait partie de lui. C'est quelque chose de profond que les événements extérieurs ne peuvent pas toucher. Du coup, ça nous amène à la question centrale, celle du titre. Si la boîte ne contient que des babioles sans valeur, des rebuts, alors c'est quoi la fameuse merveille? Et si la merveille, ce n'était pas les objets? Si la vraie merveille, c'était la capacité incroyable de l'esprit humain à transformer des choses banales en trésors, à se construire un monde à soi, un refuge indestructible pour faire face à la solitude, à la dureté du monde extérieur. Finalement, le véritable trésor, la seule vraie merveille, c'est le pouvoir de notre imagination.